Bonjour tout le monde. D'accord. Je suis heureux aujourd'hui de vous présenter la prise en charge initiale des urgences psychiatriques, à savoir les états dépressifs et les conduites suicidaires, en fait, tentatives de suicide qui rentrent dans le cadre des conduites suicidaires. Donc, ceci rentre dans le cadre des études proposées par la médecine de famille. Et je voudrais que vous m'arrêtiez si jamais il y a quelque chose qui vous turlupine, si jamais il y a un questionnement par rapport à ça. Le plan de cette présentation sera de faire quelques définitions, puis j'exposerai un cas clinique et à partir du cas clinique, on va exposer la sémiologie et les principes de prise en charge pour tout médecin de première ligne. Donc, commençons par les définitions, et par un relevé épidémiologique de la dépression. Donc, comme vous le savez, la dépression est une pathologie qui est très fréquente. Aussi, à part la fréquence, la dépression et les syndromes dépressifs, c'est quelque chose qui est récurrent parce que, comme vous le savez, les symptomatologies dépressives, avant tout, ces pathologies vont apparaître sur un terrain de fragilité, que ce soit une fragilité de genre, que ce soit une fragilité génétique, que ce soit une fragilité de personnalité. La dépression elle est plus fréquente chez les femmes, de par les hormones, de par les responsabilités sociétales de la femme, en même temps, la femme devrait être la mère, l'étudiante ou le travailleur. Elle a plusieurs rôles dans la famille. Aussi, les hormones participent à la fragilité de la femme, plus que l'homme. L'homme ne connaît pas, comme vous le savez, les menstruations, ni les suites de couches, ni même la grossesse. Elles sont plus à risque, les femmes. À part cette fragilité de genre, il y a une fragilité génétique, parce qu'on se rend compte qu'il y a certaines familles qui ont des maladies récurrentes de l'humeur. Certainement, les troubles bipolaires ont plus cette caractéristique, mais aussi les dépressions unipolaires pourraient être génétiquement contrôlées. La troisième chose qui diffère entre les gens par rapport à ces symptômes, c'est aussi la fragilité au niveau de la personnalité, au niveau du fonctionnement. On a des personnalités que nous appelons personnalités fragiles. Comme vous savez, les personnalités histrioniques, les personnalités obsessionnelles, les borderline aussi, les dépendants, les personnalités obsessionnelles et anxieuses, sont plus à risque de développer des symptômes dépressifs. Donc, ce qui fait que sur la vie, on a de 15 à 25% de risque de développer une dépression sur la vie. Donc, si on va calculer sur une année d'évolution, on aura 5 à 10% des personnes suivies pendant une année dans la population générale qui auront une dépression pendant cette année. Et si on cherche de façon ponctuelle, les nouveaux cas de dépression, on trouvera entre 3 à 6% de nouveaux cas. Donc, ce qui est fait par rapport à cette fréquence qui est assez alarmante, un problème de santé publique, de sa fréquence, de la part des répercussions surtout individuelles et sociétales. En fait, quand on est déprimé, on est moins à l'œuvre, on est moins concentré, on aura moins de rendement, il y aura beaucoup plus de congés de maladie, on sera moins attractif. Ça va aussi entretenir quelques problèmes au niveau du relationnel, parce que quand on est déprimé, on devient irritable.
Donc, il y a des répercussions, que ce soit sur la personne, de part de son rendement, de ses réussites individuelles, aussi sociétales et familiales. Aussi, le coût est assez élevé. Pas le coût des médicaments, pas que le coût des médicaments antidépresseurs. Il y a le coût des jours non travaillés qui s'élève à des milliers, des milliards de dollars de par le monde. Et le point essentiel, c'est que quand on parle de pathologie psychiatrique, c'est l'altération de la qualité de vie. Parce que le fonctionnement, il est altéré. Il est censé travailler, il ne travaille pas. Il est censé être attentif, il n'est pas attentif. Il est censé être aimant, il se retrouve à être irritable, colérique et bagarreur. Ce qui est important à souligner aussi en première ligne au niveau de la dépression, c'est qu'il y a trop de malades méconnus et non traités. Donc en moyenne, il y a un retard diagnostique. Parce que le malade lui-même, il ne sait pas qu'il est malade. Parce que quand on a le dos qui fait mal, quand on a des répercussions au niveau des jambes, par exemple, par rapport à ce dos qui fait mal, cette hernie discale, par exemple, on va consulter. Mais quand on a le moral qui va mal, on ne va pas consulter. On dit que ça va aller. De toute façon, c'est une baisse d'humeur et on va surmonter ça. Il y a plein de dépressions moyennes à sévères qui ne consultent même pas. Donc, 40% des dépressions sévères sont mises sous antidépresseurs. Alors que plus que 2/3 des dépressions, ponctuellement, quand je vous parle maintenant, sont mises de façon anarchique sous anxiolytiques. Donc, et là, cette mise sous anxiolytique, ce traitement qui est mal basé, donc on ne peut pas dire que on peut traiter une dépression par un anxiolytique, parce qu'un anxiolytique, ça va donner une dépendance. Surtout, je parle d'anxiolytique, on n'a que ce type d'anxiolytique, les benzodiazépines en fait en Tunisie. Donc, il y a un risque de dépendance, il y a un risque de chronicité, parce que ça va donner de faux espoirs, ça va pas traiter la vraie cause de la dépression, et ça va entretenir le risque suicidaire au moment où il y aura une accoutumance, où il y a une tolérance de cette benzodiazépine qu'il prend ou qui lui a été aussi prescrite. Le problème avec les benzodiazépines, c'est qu'en première ligne, on pourra prescrire, parce qu'on a la main légère à prescrire un peu de Lexomil ou de Lysanxia ou de Xanax, mais on oublie parfois que la cause, ou alors que le traitement de la dépression, c'est essentiellement les antidépresseurs. Donc, cette maladie, elle est fréquente, elle est grave, elle est trop souvent mal connue, mal traitée. Or, le syndrome dépressif et la dépression, que ce soit uni ou bipolaire, c'est une maladie qui est de traitement très efficace, très aisé et bien toléré. Donc, ça, c'est par rapport au syndrome dépressif, aux états dépressifs. Et par rapport aux conduites suicidaires, ce que je voudrais signaler avant de vous exposer le cas clinique, je vous rappelle qu'on appelle conduite suicidaire, plusieurs aspects d'un même processus. Celui qui a un risque commun de se donner la mort. Donc, suicide, c'est l'acte délibéré de vouloir se tuer, se donner la mort. Donc, les conduites suicidaires, ce sont les actes autodestructeurs, directs ou indirects, connus sous le terme de suicide ou de tentative de suicide. Donc, ça va crescendo de l'idée de suicide, l'idéation suicidaire, qui est le fait de penser ou d'élaborer le projet de se donner la mort. Ça peut être une idéation suicidaire passive. Et ça peut aller même à l'élaboration d'un projet suicidaire, et là, ça devient plus grave. Une fois le projet est établi, il y aura la deuxième étape, celle de la tentative de suicide,
qui représente le passage à l'acte. Mais ce passage à l'acte n'a pas entraîné le décès de l'individu. Si ce passage à l'acte était, entre guillemets, 3 guillemets, 4 guillemets, réussite, ça va entraîner le suicide. Donc, le suicide, c'est le passage à l'acte qui a abouti à la mort. Généralement, nous, en psychiatrie, quand on parle du suicide, la première réflexion qui nous vient à l'esprit, c'est la bipolarité. Parce que la majeure partie des gens qui se suicident sont des gens déprimés. Généralement, ce sont des gens qui sont bipolaires. Pourquoi bipolaire? Parce que dans la bipolarité, les dépressions sont atypiques, les dépressions sont très graves, mélancoliques, et dans pas mal d'épisodes, les dépressions sont avec caractéristiques de mixité. Et les caractéristiques de mixité sont les plus pourvoyeuses de tentatives de suicide et de suicide entre 3 guillemets réussis. Donc, par conséquent, après ces définitions, les appellations vont différer. Le suicidaire est le sujet qui a une idéation suicidaire, avec un projet plus ou moins établi. Le suicidant est celui qui tente de passer à l'acte, mais qui a survécu à son geste. Le suicidé est celui qui est décédé après ce geste-là. Donc, je vous expose le cas clinique et si vous voulez, vous pouvez participer par vos commentaires ou vos questions. Donc, je vous expose le cas de monsieur M. comme Monsef, âgé de 38 ans. Donc, Monsef est responsable dans une entreprise. Il est marié, il n'a pas d'enfant. Il est marié depuis 6 ans, il n'a pas d'enfant. Il consulte pour palpitations avec douleur épigastrique. Donc, il consulte en première ligne pour palpitation avec douleur épigastrique. Donc, il vous rapporte qu'il a parfois un trouble de transit à type de diarrhée dans un contexte d'asthénie et de perte de l'appétit. Donc, une symptomatologie plutôt cardiovasculaire, plutôt digestive. Il vous rapporte aussi que depuis 1 an, il n'arrive plus à travailler correctement. Et la chose importante à vous expliquer, à vous exposer, que il va, généralement, le patient tunisien, il va vous exposer les symptômes somatiques en premier plan. Et quand il retrouve quelqu'un qui est empathique en face de lui, il pourra se livrer, il pourra se mettre à nu. Donc, et il va vous rapporter petit à petit, donc, comme un livre ouvert, tous les symptômes thymiques qu'il a. Donc là, il va vous rapporter qu'il n'arrive plus à travailler correctement, qu'il y a une certaine fatigue, qu'il y a un retentissement sur son travail. À l'examen que vous faites, vous ne trouvez rien d'extraordinaire. En fait, il n'est pas hypertendu, il a une tension à 14,8. La fréquence cardiaque est 88 par minute, le CGI est normal, l'échographie abdominale, elle est normale. Donc, on n'a pas encore d'explication pour ces symptômes somatiques, gastriques, ni cardiaques. Donc, en allant plus dans l'entretien, généralement, ces symptômes-là, ça va apparaître dans le 2e quart d'heure. Donc, il va vous rapporter de façon directe ou indirecte qu'il est souvent triste. Et ceci depuis plusieurs mois. Il ne regarde plus les matchs, chose qui lui faisait du plaisir, jadis. Ça fait plusieurs semaines qu'il n'a pas été avec ses amis, il s'isole, il sort très peu. Donc au travail, il dit que c'est l'enfer depuis la nomination du nouveau patron, il y a 14 mois. Donc là, il vous rapporte un événement marquant au travail, donc le changement du patron. Et depuis, il rapporte qu'il se sent sur ses nerfs. Il a peur pour son avenir et pour sa santé. Donc en creusant plus sur le plan intellectuel, on trouve que sur le plan sexuel,
Monsieur Monsef prend de la distance vis-à-vis de sa femme. Donc ça pourrait être expliqué par la symptomatologie qu'il présente, oui, certes, et ça pourrait aussi être expliqué par le fait que le couple peut-être, il faudra l'explorer, hein, donc cette infertilité primaire, comment ils la vivent, comment ils ont discuté ou pas, est-ce qu'il y a eu des tentatives de fécondation in vitro ou de procréation médicalement assistée ou pas. Il a des difficultés pour s'endormir aussi, sur le plan instinctuel. Il se réveille de façon précoce, et là c'est le réveil matinal précoce, vers 4h, 5h du matin, et fume beaucoup. Donc généralement, quand on est déprimé, on va augmenter la consommation de quelque chose ou on va la diminuer. Donc on pourra diminuer son appétit et diminuer les quantités d'aliments ingérés, comme il y a certaines personnes qui vont à l'inverse, augmenter la quantité d'aliments qu'il ingère. Aussi, au niveau du tabac, de la consommation d'alcool, la plupart de ceux qui consomment déjà ce type de toxiques vont augmenter la consommation durant les phases dépressives. Donc, et finalement, en fin d'entretien, il vous rapporte avoir des idéations suicidaires. Et là, les idéations suicidaires, généralement, le patient ne le rapporte pas sur un plat. Il faudra savoir comment poser les questions. Hein. Donc, pas mal de fois, تجي تحكي معها تقول له عندك أفكار باش تنتحر وتفجعه déjà. حتى كلمة تنتحر تفجعه المريض. Donc là, il faudra peut-être avoir un certain tact. Donc, généralement, comment on pose cette question-là, donc, généralement, الوجيعة par exemple, الوجيعة هذه كيف على وجيعة ولا حزن ولا حاجة، الوجيعة هذه ما قدش كبرها. برشا متأثر فيك ياسر، مع الوجيعة هذه تأثرت ماكلتك، تأثر نومك، بعد تبتي كونت تشوف un peu plus، الوجيعة هذه ما بدلتكش نظرتك على روحك، قداش بدلت نظرتك على روحك؟ كيفاش تشوف في الدنيا؟ Et puis là, peut-être qu'il va se dire que, vous dire et vous rapporter qu'il a une vision négative de lui-même, de l'avenir, du monde peut-être. Et puis là, on pourra insister pour poser la question un peu fâchante, donc, du suicide. Donc, قول لك الدنيا خايبة، شنو قداش خايبة؟ خايبة حتى ليه بنتي تخمم معناها باش ما عادش تعيش في الدنيا هذه باش تضر روحك. Donc, et là, ça pourrait générer des réponses type oui. J'ai des idéations suicidaires. Donc, j'ai déjà dans la maison la mort. Et là, c'est quelque chose qui va nous mener à réfléchir et nous mener à faire attention, parce que là, c'est un signe de gravité de la dépression. Hein. Les idées suicidaires qui compliquent en fait la dépression. Donc, il faudra faire la différence entre les idées suicidaires qui viennent dans une crise suicidaire réactionnaire. Exemple, quelqu'un ponctuellement qui n'avait pas ces idées-là, qui n'était pas déprimé, dans un traumatisme quelconque, dans le travail, dans quel domaine, n'importe quel domaine, que ce soit affectif, professionnel ou studentin, et puis il présente une symptomatologie, il ne présente pas de symptomatologie dépressive et qui fait des idéations suicidaires, des conduites suicidaires, des tentatives de suicide de façon réactionnaire. Et là, ça ne souligne pas la gravité de la chose. À la différence des idéations suicidaires qui s'inscrivent dans un syndrome dépressif, et là, ça souligne bel et bien la gravité de la symptomatologie. Comme ici, M. Monsef a un plan bien établi. Il a déjà acheté de la Morora et les idéations suicidaires vont dans le cours évolutif de cette dépression. Donc, les diagnostics qu'on va relever chez le patient, donc vous pouvez participer. Alors, si vous n'avez pas compris quelque chose ou
ou vous avez besoin de rectification ou d'explication par rapport à quelque chose. Hein. Donc, le diagnostic que je me permets de poser chez ce patient, c'est le premier épisode. Donc, je pose le diagnostic d'un épisode dépressif majeur selon le DSM-4. Selon le DSM-5, ça sera un épisode dépressif caractérisé. Donc, on va voir si ça rentre dans le cadre d'un épisode isolé, d'un épisode récurrent, d'une dépression récurrente ou d'un trouble bipolaire. Et tout ça, ça dépend de la note génétique, donc des antécédents personnels, familiaux et du type de la dépression. Donc, ce diagnostic a été posé sur les symptômes de ce patient, à savoir l'humeur dépressive. Donc, ce patient présente une tristesse, une irritabilité, une perte d'intérêt, une perte de plaisir, isolement. Aussi, il est ralenti sur le plan moteur et physique. Il n'a plus le même rendement au travail. Asthénie, fatigabilité. Il présente aussi des troubles instinctuels, à savoir un appétit qui est diminué, une sexualité de libido qui est diminuée aussi, des troubles de sommeil avec un réveil matinal précoce, signe pathognomonique de dépression, et des symptômes somatiques très fréquents dans nos contrées. Ce qui souligne la gravité de cette dépression sont les conduites suicidaires, à savoir des idéations suicidaires avec un plan bien établi. Donc cela nous amène à parler un peu de théorique. Quels symptômes peuvent évoquer la dépression? En première ligne, donc comme vous avez vu, c'est mon sujet avec une palpitation, une douleur épigastrique, une diarrhée, des symptômes gastriques plutôt. Hein. Donc les symptômes évocateurs d'emblée, que ce soit aux urgences ou à la consultation en première ligne, ce sont bien sûr des conduites suicidaires, surtout la tentative de suicide, on doit penser à la dépression en premier lieu. Donc si c'est pas la dépression, ça serait autre chose. Mais bon, on doit éliminer une dépression pour pouvoir être tranquille et laisser le patient rentrer chez soi. Si la tentative de suicide rentre dans le cadre dépressif, on doit essayer d'hospitaliser le patient. Aussi, le symptôme fréquemment rapporté par les patients déprimés, c'est la fatigue. Donc, c'est un motif très fréquent de plainte. Plein de gens viennent terminer. D'autant plus, alors, mais tu le rapportes de façon crue, j'ai besoin de congé. Fraternitaire, je suis fatigué. Et on pense à tort que ces gens-là sont en train de manipuler. Or, pas mal d'entre eux sont réellement déprimés, mais ils se voilent la face. Et ils peuvent justifier ça par les conditions de vie, donc les conditions nouvelles, par le corona par exemple, hein, les conditions de travail différentes, 12 heures, ou par exemple par des conditions de vie différentes par rapport au décès de quelqu'un, un nouveau venu dans la famille, de nouvelles pertes, autre chose. Chose importante à savoir par rapport à la fatigue, qui doit nous faire penser à la dépression, c'est que cette fatigue, elle est plutôt matinale. Et elle s'améliore au cours de la journée. Donc, c'est une fatigue qui ne vous laisse pas sortir du lit. Et ça, c'est un signe qui devrait faire tilt à chaque fois que le patient vous dit qu'il m'est difficile de sortir du lit. Bien sûr, tous les psychotiques leur est difficile de sortir du lit, mais aussi, on appelle ça l'apragmatisme du schizophrène, mais aussi les déprimés leur est difficile de sortir du lit. Et cette fatigue-là, chose importante à connaître, à rechercher, que même si on
multiplie les heures de sommeil, même si on mange correctement, même si on fait du sport, elle persiste. Ça doit faire penser à la dépression. Troisième symptôme, chose importante à savoir, je l'ai bien souligné, donc il faut savoir reconnaître la dépression derrière un seul signe, la fatigue du matin. Donc la fatigue du matin, comme le réveil matinal précoce, c'est pathognomonique de la dépression. Troisième signe, donc, ce sont les troubles mnésiques, les troubles de la concentration, les troubles cognitifs. Généralement, on retrouve ça dans les dépressions réactionnelles. Et ce type de problème, de symptômes, ce type de difficultés cognitives ne s'améliore pas avec le repos ni avec les vacances. Donc, je me rappelle de plusieurs patients dépressifs qui étaient bien aisés. Donc, je me rappelle d'une hôtesse de l'air qui restait bien déprimée malgré qu'elle est allée faire des vacances aux Seychelles, aux Caraïbes. Elle est allée même au Canada chez sa sœur et tout ça. Toute une année sabbatique à ne rien à faire, juste à se balader et à essayer d'être mieux, et il n'y avait aucune amélioration. Chose importante aussi par rapport au terrain, c'est le sujet agile quand il y a des difficultés de mémoire, de concentration. Il faudra penser à un affaiblissement intellectuel type démence précoce ou démence débutante. Et le diagnostic n'est pas toujours aisé, généralement, chez le sujet âgé. Si on doute sur le diagnostic, s'agit-il d'une dépression, s'agit-il d'une démence, on va donner un traitement de preuve et on va essayer avec un antidépresseur. Et pas mal de fois, la symptomatologie s'améliore. Autre chose qu'on devrait savoir, c'est que les idées noires de la dépression vont émerger au niveau de la conscience, et ces idées vont empêcher la personne de fixer l'attention, de se concentrer. Autre signe, c'est l'insomnie. Et ça, c'est, comme on a dit, l'insomnie matinale est pathognomonique de la dépression. L'insomnie ne veut pas dire que trouble d'endormissement ou insomnie matinale. Donc l'insomnie peut être à le changement en qualité du sommeil, le sommeil non réparateur. Donc, comme on a dit, il peut s'agir d'un sommeil non réparateur, il peut s'agir d'un réveil précoce qui souligne une dépression endogène, pathognomonique. Difficulté d'endormissement, c'est exogène, et quand on a du mal à s'endormir, quelque part, ça souligne une symptomatologie plutôt anxieuse. Et là, les hypnotiques, que ce soit des benzodiazépines, que ce soit des antihistaminiques, que ce soit de la mélatonine ou autres traitements, sont peu efficaces au début et deviennent de plus en plus inefficaces avec une tolérance de plus en plus manifeste et un risque de dépendance. La plupart des patients qui présentent une insomnie reçoivent des benzodiazépines en première ligne, sans pour autant explorer ce côté dépressif. Donc, ne pas oublier qu'une perturbation du sommeil peut être le seul signe de la dépression. Il faudra s'acharner devant toute insomnie, devant toute perturbation au niveau du sommeil en qualité ou en quantité, et rechercher une dépression. Autre signe assez fréquemment retrouvé, signe d'appel, c'est l'amaigrissement. Donc, bien sûr, quand on dit amaigrissement, c'est pas pathognomonique de la dépression, on pourra penser plutôt en premier lieu aux maladies néoplasiques, à la tuberculose, aux maladies inflammatoires et tout ça. Donc, on devra éliminer une cause organique. Mais en même temps, il faudra éviter des explorations complexes. Si on n'a pas de signe d'orientation,
Donc, on pourra faire un traitement d'épreuve là aussi. Signe aussi évocateur et révélateur de symptomatologie dépressive. Donc, ce sont les difficultés, les dysfonctionnements sexuels. Généralement, il s'agit d'une baisse du désir sexuel qui se manifeste chez l'homme par un trouble de l'excitation, dysfonction érectile, une anorgasmie aussi chez la femme, aussi des troubles de l'excitation chez la femme, mais ça part en fait du trouble du désir parce que comme vous savez, donc, pour avoir un orgasme, il faudra avoir un désir. Donc si on a un désir, si on est excité, on pourra avoir un orgasme. Si on n'a pas de désir, même l'excitation ne pourra pas amener un orgasme. Donc, pas mal de plaintes sexuelles cachent une dépression. Les dysfonctions sexuelles pourront être compliquées de dépression, mais la plainte sexuelle pourra cacher une dépression, surtout chez les femmes. Et pas mal de dysfonctions érectiles sont secondaires à des dépressions. Dernier signe sont les troubles du caractère. Et là, c'est un changement du caractère de l'individu. Donc, il pourra venir consulter, pas pour tristesse, mais pour irritabilité, hostilité, impulsivité. Donc, ce qui est à rechercher, là, ce sont les changements récents du fonctionnement dans cette vie. Les symptômes déroutants peuvent évoquer aussi une dépression. Donc, dans nos contrées, ce sont des douleurs variées. Donc, ça peut être des céphalées. Donc, il y a pas mal de déprimés viennent avec des céphalées. Généralement, c'est une céphalée de localisation, d'intensité variable. Et généralement, il te parle d'un casque, de céphalée en casque. Il te parle de céphalée, et puis, ça disparaît avec le traitement. Aussi des douleurs au niveau du rachis, des douleurs musculaires. Et ce qui est important à souligner, c'est que les antalgiques sont inefficaces sur ces douleurs-là. Aussi, c'est que les examens complémentaires réalisés, surtout au niveau du rachis, que ce soit TDM ou IRM, reviennent normaux. Donc, ce qui souligne la cause psychiatrique, ce symptôme rentre bel et bien dans le syndrome dépressif du patient. Donc, comme vous savez, quelqu'un qui est déprimé va ressentir encore plus la douleur que quelqu'un qui n'est pas déprimé. Donc, la sensation de douleur va être multipliée. Autre signe qu'on a retrouvé chez nos patients sont les troubles digestifs. Ça peut aller de l'anorexie avec amaigrissement, constipation. Ça peut être des douleurs gastriques, des colites. Et chose importante à souligner, c'est que les antispasmodiques sont inefficaces. Donc, chose à retenir, c'est que les douleurs ou les troubles digestifs peuvent masquer parfois la dépression. Donc, devant tout signe déroutant, il faudra toujours rechercher cette dépression. On appelle ça une dépression masquée, c'est très fréquent chez nous. Parce qu'il est plus facile de dire que j'ai mal que de dire que je vais mal. Donc, les éléments qui orientent vers la dépression sont surtout le caractère récent des troubles et la rupture avec l'état antérieur du sujet, donc le trouble de fonctionnement du sujet. Aussi, l'exagération matinale du trouble, les troubles qui sont plus importants le matin, ça souligne et ça oriente vers la dépression, que ce soit de la fatigue, que ce soit des troubles gastriques, que ce soit des troubles douloureux. L'évolution périodique, donc, à la saison de la dépression qui est matin, il faut donc
L'automne, c'est la saison de la dépression, on appelle ça la dépression saisonnière. Les antécédents personnels ou familiaux de dépression. Donc, si on retrouve des antécédents de dépression dans la famille, donc on va y penser plus volontiers. L'existence d'asthénie, d'insomnie ou d'anorexie associe. Donc, rechercher les autres symptômes du syndrome dépressif et à partir de ces symptômes, on va rechercher le syndrome dépressif. Et qui cherche pourra trouver un syndrome dépressif. Donc, je vous rappelle les signes évocateurs du syndrome dépressif typique. Donc, le syndrome dépressif typique, c'est l'association d'un trépied, à savoir, donc je vous rappelle, vous connaissez c'est sûr tous, c'est l'association d'une humeur dépressive, donc une vision négative de soi et du monde, une vision pessimiste de l'avenir aussi, du présent et même du passé. L'humeur dépressive associée à un ralentissement sur le plan psychique et moteur, associée à des troubles instinctuels, tous les instincts, à savoir l'appétit, le sommeil et la libido, sont diminués la plupart du temps. Donc, des fois, on a, au lieu d'avoir une diminution de l'appétit, de la libido, du sommeil, on a une hypersomnie, une hyperphagie, une augmentation de la libido, et ça souligne le caractère atypique de la dépression. Associé à ça, on trouve les symptômes associés, à savoir les troubles anxieux, les troubles somatiques. Donc, l'humeur dépressive, comme on l'a dit, c'est la tristesse pathologique. On pourra avoir une humeur pathologique. Comme fonctionnement, on parle de tempérament dépressif. Donc, généralement, on trouve des familles qui sont pessimistes la plupart du temps. Donc, تحل الباب تدخل مع النهر والدنيا باش توفى والسياسة ما فيها شيء وما عادش فما حد شيء باهي إلى آخره. Et là, chose importante à spécifier, c'est la rupture franche avec l'état intérieur. Quelqu'un qui, jusque-là, allait bien. Mais depuis quelque temps, il va mal. Avec une humeur franchement dépressive. En contradiction avec son humeur de base. Donc, généralement, c'est sans motif ou alors disproportionné par rapport au motif. Bien sûr, dans le cadre d'une dépression réactionnelle, le patient va mettre tout en œuvre pour vous parler de facteurs précipitants, qui est un facteur réactionnel par rapport à ce facteur-là, il est devenu plus ou moins irritable ou déprimé. Donc cette tristesse, elle est permanente. Généralement, elle est peu accessible au confort. Elle entraîne un sentiment d'ennui, de dégoût, qui va se manifester par une tristesse manifeste. L'humeur dépressive peut aussi apparaître sous forme d'une anesthésie affective. Et pas mal de patients te disent ça. Ça, c'est un équivalent de la tristesse. Un autre équivalent de la tristesse pathologique, c'est l'irritabilité. Quelqu'un qui va bien ne va pas être irritable, ne va pas se bagarrer avec tout le monde, ne va pas être hostile. Donc, quelqu'un qui va mal, ce mal-être va se traduire au niveau de son comportement, bien sûr. Associé à cette tristesse pathologique, dans l'humeur dépressive, on retrouve, comme on l'a dit, la vision négative de soi, du monde de l'avenir. Ça va un sentiment d'incapacité, d'infériorité, de dévalorisation, de culpabilité, voire d'indignité. Donc ça peut aller jusqu'à un sentiment de culpabilité, et là ça souligne la sévérité de la dépression, et à partir de ce sentiment, il y aura une élaboration d'idéation suicidaire. On peut retrouver aussi des intérêts, des activités qui procuraient jadis du plaisir, un sentiment d'être mal compris. On pourra devenir même interprétatif en devenant déprimé.
Donc, on pourra avoir des idées d'incurabilité, on pourra devenir pessimiste. Donc, à l'apogée de ces sentiments, de cette humeur dépressive, on aura un désir de mort. Parce que, à quoi ça sert de vivre si on va mal, si le monde qui nous entoure est mal, si l'avenir est flou, voire noir. Donc, ici, la tentative de suicide et les conduites suicidaires ont pour objectif la fuite, échapper à la souffrance. Et à chaque fois que la tentative de suicide a comme objectif la fuite, ça souligne une pathologie. Ça pourrait être une fuite d'un vécu de souffrance dépressive, ça pourrait être une fuite vers la mort par des injonctions hallucinatoires, parce que le vécu, il est tellement atroce que la mort en est mieux. Donc, et là, ça nécessite une hospitalisation. Donc, ce désir de mort dans la dépression pourrait être explicite. Donc, le patient pourra dire que je veux mourir, j'ai des idéations suicidaires, quel est le motif, ou alors implicite, à quoi ça sert de vivre. Ce désir de mort, quand il est prémédité, ça souligne la gravité des choses. Associé à l'humeur dépressive, deuxième symptôme de ce trépied, c'est le ralentissement psychomoteur. On retrouve un ralentissement moteur avec une perte de l'initiative, une lenteur de mouvement. Donc on est toujours fatigué, c'est la fatigue matinale, comme on a dit. Donc ça apparaît au niveau de la mimique, qui est pauvre, avec des gestes lents, et tout est monotone au niveau du mouvement. Ça apparaît aussi au niveau de la voix. Ce ralentissement, aussi bien moteur, se retrouve au niveau de la sphère psychique, avec une idéation lente. On prend beaucoup de temps pour pouvoir réfléchir, pour raisonner. On a du mal à se concentrer. Le discours aussi, parce que le discours, pour pouvoir parler, c'est une action motrice, mais aussi psychique. Donc, le discours, il est pauvre, il est monocorde généralement, il est monotone. Ce qu'on peut voir aussi, c'est les difficultés de concentration, de remémorisation, donc une évocation laborieuse de souvenirs, avec une mémoire imprécise, et associé à ça, on retrouve des troubles de l'attention, donc une attention difficile, une concentration difficile. Associé à ces deux symptômes, à savoir la tristesse de l'humeur, le ralentissement psychomoteur, on devra rechercher des troubles instinctuels, à savoir les trois instincts. L'homme animal, supérieur soit-il, reste animal, il a les mêmes instincts que tous les animaux, à savoir l'instinct sexuel, la libido, l'instinct de l'appétit et l'instinct du sommeil. Au niveau sexuel, la libido, elle est généralement, comme on l'a dit, diminuée. Au niveau du sommeil, on a l'insomnie, et l'insomnie matinale, elle est pathognomonique, donc on se réveille de bonne heure, fatigué, triste, avec un sentiment de culpabilité, et même parfois des idéations suicidaires. C'est pour ça que les tentatives de suicide et les suicides chez les déprimés sont plus fréquentes le matin de bonne heure, le début de somme. Donc, associé à cette insomnie, on retrouve des troubles de l'appétit. Généralement, on trouve une diminution de l'appétit. Associé à ce trépied, on retrouve des symptômes associés, à savoir des troubles de caractère, on pourra retrouver une anxiété, et surtout, chose fréquente qui peut masquer le tableau dépressif, les symptômes physiques fonctionnels, que ce soit des douleurs, que ce soit des problèmes au niveau du transit, que ce soit des problèmes au niveau de la digestion, ou alors des signes cardiovasculaires.
La conduite thérapeutique. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ou c'est clair? D'accord. Donc, je termine par la conduite thérapeutique. Donc, généralement, quand on a en face de soi quelqu'un qui est suicidaire, ou quand on va avoir un entretien avec un suicidant, primo, il faudra avoir un certain tact. Donc, figurez-vous que le discours moralisant ou éthique ne va pas faire du bien à quelqu'un qui va mal déjà, dont la souffrance est devenue quelque chose qui va mal. Hein. Quelqu'un qui va mal, que la souffrance elle est tellement importante que le patient va trouver la solution dans la. Donc il faudra éviter ce discours-là. Aussi, il faudra éviter la dramatisation. Surtout quand il s'agit d'une pathologie psychiatrique. La stigmatisation n'a jamais fait du bien à la psychiatrie. Ou alors l'indifférence, par exemple au niveau d'une tentative de suicide, qui rentre dans le cadre du chantage. Donc, un mois ou je meurs. Donc, ce qu'il faudra faire devant quelqu'un qui est suicidaire, c'est de rassurer le patient, son entourage. Il faudra apprendre à écouter avec empathie, essayer de deviner ce que l'autre peut ressentir. On ne va pas se mettre à la place de l'autre, mais on va essayer de deviner ce qu'il peut ressentir. Donc, devant tout acte suicidaire, on va évaluer la gravité des idées suicidaires ou de la tentative de suicide. Donc, à chaque fois qu'il y a des préparatifs, on est dans quelque chose qui est assez grave, comme le cas de M. Mons. Donc, les préparatifs, à savoir le testament, les lettres qu'on laisse, le plan d'action bien établi, et aussi la létalité de l'acte envisagé ou déjà exécuté. Il ne s'agit pas de la même létalité d'une arme à feu, d'une pendaison, d'un empoisonnement ou d'une intoxication médicamenteuse. Donc à chaque fois qu'on parle d'empoisonnement, par exemple chez M. Mons, sauf la mort orale et tout ça, donc là, l'hospitalisation elle est indiquée. Hein. Parce qu'il y a un plan d'action bien établi, l'acte envisagé est létal, et l'intention affirmée de vouloir se donner la mort. Donc, surtout après le passage à l'acte, à chaque fois que le patient meurt en acte pas son acte. La position du patient par rapport à ses idées suicidaires ou par rapport à son geste. Est-ce qu'il est réticent à en parler? Est-ce qu'il banalise? Ou est-ce qu'il regrette? À chaque fois qu'il regrette, on pourra envisager une prise en charge en ambulatoire. Et aussi, il faudra fouiller, comme je vous ai dit, dans les antécédents personnels de tentatives de suicide, des antécédents familiaux aussi, tentatives de suicide ou de suicide accompli, entre deux guillemets, mais bon, à chaque fois qu'on a ces antécédents-là, on va pencher vers la dépression bipolaire. Donc, devant ces conduites suicidaires, est-ce qu'on va hospitaliser, prendre en charge de façon ambulatoire le patient? Donc, tout dépend, comme je vous ai dit, des antécédents personnels et familiaux d'ordre suicidologique et psychiatrique. À savoir, donc, je vous rappelle que dans l'année qui suit la première tentative de suicide, dans 70% des cas, on a une deuxième tentative de suicide. Dans les 5 ans, on a presque 30% de suicides exécutés si non traités. Ça dépend aussi de la charge génétique, comme je vous ai dit.
Le suicide il est plus facile et les conduites suicidaires sont plus faciles dans les dépressions qui rentrent dans le cadre de la pathologie bipolaire. Et c'est aussi facilité par la qualité de l'entourage. À chaque fois que l'entourage est précaire, on aura des conduites plus graves et un pronostic plus. Ça dépend aussi de la pathologie psychiatrique sous-jacente. À chaque fois que la conduite suicidaire rentre dans le cadre d'un diagnostic psychiatrique patent sur l'axe 1, à savoir un épisode dépressif, un épisode délirant ou une pathologie délirante en cours comme la schizophrénie, on doit hospitaliser le patient. Parce que là, le risque y est, l'urgence des soins y est, et la dangerosité y est. Donc à chaque fois que le risque est important, que l'urgence des soins y est et que la dangerosité y est, il y a un score qu'on appelle RUT. C'est un score d'une échelle risque, urgence, dangerosité. À chaque fois qu'on pourra qualifier ou quantifier le risque suicidaire, on pourrait l'utiliser. Par rapport au deuxième volet, donc on a vu le volet des idéations et des conduites suicidaires. Par rapport à l'étiologie en cause, à savoir la dépression, les moyens thérapeutiques sont les antidépresseurs. Les antidépresseurs, comme vous savez, il y a plusieurs familles. Il y a des antidépresseurs qu'on n'utilise presque plus. Ce sont les antidépresseurs de première génération. Donc, il y a les tricycliques, à savoir la nafranil, l'imipranil, la clomipranil, les Lavil. Donc, et les IMAO, les inhibiteurs de la monoamine oxydase. Et surtout, les inhibiteurs de la monoamine oxydase de type A. Mais ces deux types d'antidépresseurs donnent plusieurs effets secondaires et les interactions médicamenteuses avec ces médicaments-là sont assez contraignantes. Les deux nouvelles familles d'antidépresseurs sont les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Pour les ISRS, nous disposons de 5 molécules en Tunisie, à savoir la paroxétine, diloxate, paroxate, timoxate et tout ça, fluoxétine, c'est le Prozac, on n'a pas le Prozac en Tunisie, mais on a le Rosal, l'Anxetin, le Dinalaxa. La sertraline, c'est le Zoloft. Il y a le Zoloft, le Serval, le Netrac. La fluvoxamine, elle n'est plus mise sur le marché. L'escitalopram, c'est le Seroplex. Donc, la fluvoxamine, elle était déjà en Tunisie. Mais bon, ça fait 2 ou 3 ans qu'elle n'est plus commercialisée. L'escitalopram, on retrouve le Seroplex, les Oprex, le Rétablis, le Purlex, le Medibrax, donc plusieurs génériques pour tous ces ISRS. Nous disposons d'un seul ISRNA, à savoir la facile, c'est l'Effexol. C'est l'Effexol comme Princeps. Il y a 2 génériques en Tunisie, à savoir le TD20 et le Zenexol. Donc, associé à ces traitements, on va préférer un des traitements. Généralement, on va préférer un SRS en monothérapie. Du moins en long cours, on pourra adjoindre un anxiolytique pendant les 2 premières semaines, un but suicidolytique, parce que pendant les 2 premières semaines, c'est la levée de l'émission, il y a un risque accru de passage à l'acte. Associé à ce traitement-là,
on va associer des fois des thymorégulateur s'il s'agit de dépression bipolaire. S'il s'agit aussi de dépression résistante, et on a à peu près 20% de taux de résistance, on pourra associer de la sismothérapie si c'est résistant ou il y a une urgence de faire vite, de guérir le patient vite. On pourra associer aussi pour la dépression saisonnière de la photothérapie. Ça a été décrit, figurez-vous qu'en Norvège par exemple la photothérapie elle est remboursée par les caisses d'assurance. La photothérapie, il faudra faire des bains de soleil de 15 à 30 minutes et ça peut nous faire du bien, surtout du temps de l'automne. Associé à ces facteurs médicamenteux, non médicamenteux, il faut toujours associer une psychothérapie adaptée au cas. Par exemple, dans notre cas, Monsieur Mons, il faudra faire une psychothérapie de soutien pour pouvoir entendre sa souffrance par rapport à ce qui se passe au niveau de son travail. Bien sûr, on va hospitaliser le patient, bien sûr, on va lui donner un arrêt de travail, mais ça ne suffit pas, il faudra faire une psychothérapie. En conclusion, si vous n'avez pas de questions, je vous dirais que la dépression, quand le dépistage est précoce, par une analyse sémiologique bien fournie, le traitement est adéquat, le plus adéquat possible, et la guérison est là. Donc, pour améliorer le pronostic de tous ces patients qui peuvent consulter pour diarrhée, pour vomissement, pour hypocalcalgie, peut-être pour des dorsalgies, peut-être des sensations de céphalée en casque, peut-être d'autres symptômes, il faudra dépister précocement pour pouvoir commencer le traitement précocement. Il faudra optimiser la prise en charge avec une dose suffisante, durée suffisante. À savoir, généralement, pour les ISRS, on donne un seul comprimé comme dose moyenne. On pourra augmenter pour 2 comprimés comme dose moyenne, voire 3 comprimés. La durée minimale d'action préventive et curative d'un antidépresseur est de 6 mois après l'amélioration de la symptomatologie. On ne pourra pas prescrire un antidépresseur pour 1 mois, par exemple. Là, la chute est large. Il faudra s'assurer d'une rémission totale avant de réfléchir ou de commencer à diminuer les doses, voire arrêter l'antidépresseur. Aussi, devant tout épisode dépressif, il faudra rechercher tous les signes prédictifs d'une évolution récurrente vers la chronique cessation ou la bipolarité. Et comme je vous ai dit, là, il s'agit de la note génétique qui va faire pencher la balance vers une dépression bipolaire ou alors une dépression récurrente. Et pas mal de gens actuellement qui s'intéressent aux dépressions unipolaires et bipolaires pensent que la dépression récurrente est forcément bipolaire. Donc, c'était tout ce que j'avais à vous dire par rapport à la prise en charge initiale des patients suicidaires qui présentent un épisode dépressif. J'ai essayé de mettre le focus sur le diagnostic de dépression, sur les conduites suicidaires, sur tout ce qu'on pourra faire en urgence, en première ligne, pour pouvoir adresser les patients pour une prise en charge complète. Et je vous remercie. Merci à vous, docteur. Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'était clair. Mais j'ai juste une question à propos de la dépression endogène et la dépression psychogène. Oui. C'est quoi la différence? La dépression endogène, c'est la dépression qui vient sans facteur déclenchant. La dépression endogène, c'est la dépression génétique, biologique.
En fait, la dépression endogène, c'est la dépression qui peut être saisonnière ou pas. Et c'est la dépression qu'on appelait jadis mélancolie. La plupart des dépressions endogènes sont bipolaires, quoique des dépressions endogènes et bipolaires existent. Là, l'humeur, elle est immuable, elle est triste de façon pathologique, surtout le matin. Il y a une certaine amélioration l'après-midi. Le trouble du sommeil, là, l'endogène, c'est un trouble d'endormissement à type d'insomnie matinale, un réveil matinal précoce, tout en étant dégoûté avec des critères d'endogénité, à savoir la culpabilité, ça peut aller même au délit. Généralement, dans la dépression endogène, on ne trouve pas de facteurs favorisants ou de facteurs précipitants. Dans la dépression endogène aussi, on ne trouve pas d'activités qui peuvent soustraire le patient à cette déprime. Généralement, l'humeur, elle n'est pas réactive. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une dépression endogène, c'est sans cause. La dépression psychogène, il y a 3 types. Dans la dépression psychogène, il y a une dépression névrotique, où il y a une fragilité type personnalité névrotique, à savoir dépendante, histrionique ou obsessionnelle, et sur des petits changements, des petits tracas, des petits traumatismes de la vie, il y aura une dépression névrotique. Ça peut être réactionnel, un facteur de stress, comme une perte d'un être cher, comme un échec professionnel, un échec affectif, un échec sociétal. Donc là, le type de dépression, il diffère. Généralement, l'apogée de la dépression, de la tristesse, se retrouve au niveau de l'après-midi. Donc on se réveille, certes un peu tard, pas aussi fatigué que ça, pas aussi triste que ça. Et قد ما يمشينا, على قد ما la tristesse elle augmente et la fatigue elle augmente. Et généralement, les dépressions réactionnaires, qui est la dépression névrotique, on retrouve une certaine angoisse, surtout le soir. De telle façon, quand on va se mettre dans le lit pour dormir, on aura plein de tracas, on va réfléchir à plein de choses, on va ruminer tout ce qui s'est passé pendant la journée et les journées qui ont précédé cette nuit-là, et on ne va pas réussir à s'endormir. On aura par conséquent une insomnie d'endormissement. Le troisième type de dépression psychogène, c'est la dépression d'épuisement. Et ça, ce sont des micro-traumatismes répétés pendant plusieurs années. Ça, on le voit chez les ouvrières qui travaillent dans les usines, chez les ouvriers aux hôpitaux, chez les infirmiers, chez les médecins aussi. À force de lutter, donc c'est la fin donc quand on est en burn-out pendant 5, 6, 10, 15 ans, on finit par s'épuiser, on développe une dépression, une véritable dépression d'épuisement. Donc à la différence de la dépression endogène, où la majeure partie de la douleur se retrouve au niveau matinal avec un réveil matinal précoce, sans cause apparente, du jour au lendemain, on cherche une cause, on ne retrouve pas de cause, on va très mal, on s'améliore un peu le soir, on arrive à s'endormir et on se réveille de façon très matinale, de façon pénible, et on se réveille de mauvais poils. On se réveille très mal au point. Dans la dépression endogène, c'est ça, dans la dépression endogène. Dans la dépression exogène, généralement, on se réveille un peu tard, un peu fatigué, mais
Le pire moment, c'est le soir. Parce que le soir, on n'arrive pas à s'endormir parce qu'on a plein d'idées qui nous tracassent. On pourra avoir même un sommeil très perturbé avec, qu'on appelle ça un sommeil haché. Généralement, on trouve aussi un facteur précipitant. Donc, et dans le discours du patient, ça se ressent. Donc, il sait très bien qu'après cette rupture, après cet échec, après cette perte qu'il appelle X, Y, Z, il a développé une symptomatologie dépressive. Donc, j'espère que j'ai été clair par rapport à la différence endogène et exogène. Oui, merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre? Oui? Juste que la secondaire fera partie du groupe. Ah, les dépressions primaires et secondaires. Donc, les endogènes, les exogènes, les endogènes et les exogènes font partie des dépressions. Les deux que tu as cités sont deux types de dépressions qui font partie des dépressions primaires. La dépression primaire, en d'autres termes, c'est la dépression de l'étiologie princeps. Donc, la dépression primaire, c'est la dépression qui est la maladie, la seule maladie. Généralement, la dépression ne se complique pas. La seule complication, qu'un endogène, qu'un exogène. Les deux. Ça ne se complique pas. Les deux. L'endogène ou l'exogène sont des étiologies de dépression primaire. Dépression primaire égale la dépression endogène et exogène. La dépression secondaire, la vraie maladie, n'est pas la dépression. Ça peut être, par exemple, une maladie infectieuse, comme la tuberculose. Ça peut être une maladie néoplasique, comme le cancer du pancréas. Ça donne des dépressions secondaires. La dépression, c'est une manifestation de la maladie primaire. Ça peut être une maladie neurologique, comme l'épilepsie, comme la sclérose en plaques, comme le Parkinson, comme l'AVC. On appelle ça dépression vasculaire. C'est une dépression secondaire. Ça peut être secondaire aussi à une prise de toxiques, par exemple. Si on arrête, par exemple, une consommation d'alcool ou de tabac, une dépression de sévrage. Ça peut être secondaire à une prise de médicaments. Ça peut être secondaire à une maladie psychiatrique autre. Par exemple, une dépression chez un schizophrène qui s'est rétabli. Une dépression post-psychotique. Donc, là, on parle de dépression secondaire parce que la vraie maladie n'est pas la dépression, mais la dépression est une complication. Toute maladie donnant une douleur, toute maladie donnant une altération de l'état général, toute maladie donnant une perturbation hormonale pourrait être compliquée de dépression. Et toute maladie se compliquant de dépression, la dépression, on l'appelle la dépression secondaire. Tu as saisi la différence? Oui. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Sinon, on va terminer. D'accord, donc tout le plaisir est pour moi. J'espère que j'ai été clair. Et à la prochaine. Et je remercie Madame Asma Berif pour avoir organisé cette réunion. Et à la prochaine. إن شاء الله معنا غدوة خير وتوفى الكوفيد وتوفى الاحتجاجات وكل شيء يرجع خير ما قبل. إلى اللقاء.